Et donc, j'ai rejoint l'armée en tant que soldat engagé. J'ai passé un certain temps en déploiement en Corée. J'ai vécu un an en Asie. J'étais dans le renseignement militaire. Et puis, j'ai été très rapidement recruté dans un programme spécial où je suis devenu agent civil spécial en contre-espionnage. J'ai mené des enquêtes, supervisé des enquêtes à travers l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, puis j'ai passé le reste de mon temps. Après le 11 septembre, en Afghanistan et au Moyen-Orient, je me suis principalement occupé de questions liées au terrorisme, menant des opérations contre le Hezbollah, l'État islamique et d'autres organisations. Et puis, après probablement plusieurs années de cela, ma femme en a eu vraiment assez. J'ai raté trop d'anniversaires, trop de fêtes. Et elle m'a dit, tu dois vraiment rentrer. Et plus important encore, j'ai peur que la prochaine fois que tu partes, tu ne reviennes pas. On perd pas mal de gens là-bas. Alors j'ai écouté ma femme. Je suis revenu, j'ai pris un poste de superviseur, j'ai dirigé des enquêtes dans le monde entier, des enquêtes sur le terrorisme. Et à partir de là, je suis allé dans plusieurs autres agences à trois lettres. J'ai travaillé pour le NCX, le directeur national du contre-espionnage. J'ai travaillé pour le DNI, le directeur du renseignement national. Et c'est en 2000, peu de temps après, qu'on m'a demandé de faire partie d'un programme très intéressant au Pentagone. Mon CV, c'est probablement d'être un touche-à-tout, mais expert en rien. J'ai fait beaucoup de choses, principalement des crimes liés à la sécurité nationale, du terrorisme, de l'espionnage, quelques opérations de contre-guérilla, de lutte contre les stupéfiants, des missions de contre-insurrection. Vous avez dit qu'en 2008-2009, on vous a demandé de revenir au Pentagone pour travailler sur un projet particulier. De quel projet s'agissait-il? Eh bien, ce n'était pas celui pour lequel tout le monde me connaît aujourd'hui. Donc, en 2008, on m'a demandé de diriger un programme visant à aider à intégrer le renseignement national avec les forces de l'ordre, les agences locales et étatiques. Pourquoi est-ce important? Parce que, et cela mène en quelque sorte à la suite. Après le 11 septembre, les gens pensent ici que le 11 septembre a été causé, malheureusement, par des terroristes qui ont commis de mauvaises actions. Mais ça, c'était un effet. Ce n'était pas la cause. La véritable cause, c'était que nous, ici aux États-Unis, n'étions pas capables de bien partager l'information. Nous avions des poches d'informations à la CIA, au FBI, au département de la Défense, mais nous ne partagions pas ces informations entre nous. Et de ce fait, il y a eu un manque d'informations, un manque de renseignements, et les personnes du 11 septembre ont malheureusement pu faire ce qu'elles ont fait. Nous avons donc tiré cette leçon en essayant de créer une meilleure intégration. Alors, comment fait-on pour prendre des informations ultra secrètes et les rendre accessibles, à un niveau qui puisse être consommé et utilisé sans compromettre les sources et les méthodes? C'était donc le problème qu'on m'a demandé de revenir résoudre. C'est peu de temps après que j'ai été approché par certaines personnes et que j'ai eu des conversations avec d'autres à propos d'un programme dont je n'avais aucune idée de l'existence. Ce programme était en cours, mais je l'ignorais. Et il s'agissait d'un programme portant sur l'enquête du gouvernement sur les pannes, ou, dans le langage courant, ce que vous pourriez appeler des ovnis. Qui vous a approché? Il y avait donc deux personnes. L'une, je peux en parler. L'identité de l'autre est protégée. Il s'agit d'un homme nommé Jay Stratton, qui à l'époque était aussi responsable du renseignement comme moi, avec un collègue. Ils sont venus me voir et ont commencé à poser des questions. Ils avaient un badge bleu, donc je savais qu'ils étaient habilités, avec la même habilitation de sécurité que moi. Nous travaillons tous dans des SCIF. Il n'est pas rare, quand vous avez besoin d'une expertise dans un domaine ou une mission, de faire appel à l'extérieur. Vous trouvez les bonnes personnes pour faire ce travail. Et donc, on m'a dit qu'ils cherchaient quelqu'un pour diriger le contre-espionnage et la sécurité pour cette capacité qu'ils avaient. Ils ne m'ont pas dit quelle était cette capacité. Et j'étais un spécialiste du contre-espionnage et de la sécurité. J'étais un expert dans ce domaine. Donc, après plusieurs conversations, une sorte de jeu de piste, si vous voulez, un peu comme essayer de se jauger mutuellement, ils ont organisé une rencontre pour moi avec une personne. Et j'ai rencontré ce que je considère comme le meilleur spécialiste en fuséologie des États-Unis, du gouvernement. Quand je dis spécialiste en fuséologie, je veux dire littéralement un scientifique des fusées. C'est un homme capable de vous donner le taux de consommation de carburant d'un propulseur à propergol solide de premier étage. Il peut vous indiquer la vitesse orbitale d'un véhicule MRF à rentrée multiple, arrivant d'une orbite terrestre basse. C'est le meilleur. Il dirigeait un programme, je ne savais pas lequel, mais il m'a dit, écoute, tu sais, on le fait depuis un moment. On nous a donné beaucoup d'argent pour bien le faire. Et nous cherchons quelqu'un avec tes compétences. Et il s'appelait Dr. James Likatsky, l'incarnation même du scientifique des fusées.
Et à la fin de la conversation, je me souviens qu'il m'a regardé par-dessus ses lunettes et m'a dit « Que penses-tu des ovnis ?» Alors j'ai réfléchi un instant et je lui ai dit « Je suis désolé, je n'en pense rien. » Et il a dit « Comment ça? Tu ne crois pas aux ovnis ?» J'ai dit « Non, je n'ai pas dit ça. Tu m'as demandé ce que j'en pensais. » Et ma réponse a été « Je n'en pense rien parce que je n'y pense pas. Je suis trop occupé à courir après les méchants et à essayer de résoudre les problèmes pour le gouvernement. Je n'ai jamais vraiment eu le luxe d'y réfléchir. » Et il m'a dit « D'accord, c'est juste, ça se tient. Mais laisse-moi juste te prévenir. Ne laisse pas ton biais analytique prendre le dessus. Parce que tu pourrais apprendre ici des choses qui remettront en question toutes les idées préconçues ou les récits que tu as sur le sujet. » Et donc, j'ai quitté cette réunion en me demandant, est-ce une sorte d'évaluation psychologique? Était-ce une question sérieuse? Vous voyez, ou bien? Et c'est très peu de temps après que j'ai découvert la réalité. Le gouvernement des États-Unis était bel et bien impliqué dans un programme d'enquête sur les ovnis. Et plus important encore, que c'était légitime. C'était réel. Il y avait de vraies choses auxquelles nous étions confrontés, au-dessus de zones contrôlées des États-Unis, de l'espace aérien, au-dessus d'installations militaires sensibles, par une technologie inconnue qui, franchement, surpassait tout ce que nous avions dans notre arsenal. Voilà donc comment j'ai été introduit à ce qui est aujourd'hui connu sous le nom d'ATIP. Mon attention était spécifiquement portée sur les aspects concrets, les enquêtes sur ces incursions de panne dans l'espace aérien contrôlé des États-Unis, des rencontres de ces objets par des avions militaires. Nous ne nous concentrions pas vraiment sur les informations civiles, n'est-ce pas? Ce n'était pas comme une grand-mère qui voit des lumières dans son jardin. Il s'agissait, eh bien, faute d'un meilleur terme, de rencontres rapprochées par des pilotes militaires entraînés, des observateurs qualifiés, d'ailleurs, capables de reconnaître une silhouette. Entre un Su-22, un MiG-25 et un F-16 à 10 miles de distance, et de prendre en une fraction de seconde la décision de savoir s'il s'agit d'un ami ou d'un ennemi. Et ce que ces pilotes rencontraient était également corroboré par des images de caméras embarquées et des images FLIR, c'est-à-dire des images infrarouges à vision frontale. Et, au fait, cela était en plus confirmé par ailleurs, par des données radars aéroportées, ainsi que de plus, des données radars au sol et en mer également. Comment passe-t-on du projet sur lequel tu travaillais à l'ATIP? Parce que c'était la première sorte de rencontre, non? C'était comme une conversation d'introduction. Il y a eu plusieurs réunions avant où ils essayaient de me passer au crible, de voir si j'avais le bon parcours et les compétences nécessaires. Ce n'est qu'à cette réunion avec Jim Lukatsky que le mot OVNI a été utilisé. Et comment ai-je procédé? C'est lui qui a pris la décision. C'était son programme, je n'y étais pour rien. J'ai juste dit oui, je ferai. Je ne savais même pas à quoi je m'engageais avant ma rencontre avec lui. Vous a-t-il dit de travailler sur le programme ATIP? Cet acronyme signifie Programme d'identification des menaces aérospatiales avancées. Correct. Et Vous êtes devenu directeur du programme. oui, donc il y a eu une évolution naturelle à ce sujet. Au départ, j'ai simplement été sollicité pour apporter une expertise en contre-espionnage et en sécurité. Mais à mesure que ce programme OZAP disparaissait, la nécessité et l'urgence face à certaines de ces intrusions atteignaient un point critique, presque désespéré. Il y avait vraiment de plus en plus de ces incursions. Nous étions tous conscients qu'il s'agissait d'un important problème de sécurité nationale, et il y avait certains éléments au sein du gouvernement qui tentaient de faire échouer l'initiative. Et pas pour les raisons auxquelles on pourrait penser, croyez-le ou non, c'était différent. La décision a été prise de transférer cela au Pentagone, où j'étais, et de le sortir de la DIA, Defense Intelligence Agency. Avec les autorités dont je disposais, j'étais directeur du personnel de gestion spéciale des programmes nationaux. C'était mon travail. J'ai dirigé des programmes d'accès spéciaux pour la Maison-Blanche et pour le Conseil national de sécurité. Et nous avons placé le programme sous cette protection pour le soustraire aux regards indiscrets de personnes qui tentaient de le faire disparaître. Ce programme, le programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, était donc principalement axé sur l'étude approfondie des rapports, des témoignages et des incidents concernant les UAPS ou les OVNI dans les environnements militaires. Donc, s'il y avait un OVNI ou un pas dans je ne sais pas, sur une base militaire, alors ce projet enquêterait sur ce que c'était. C'est bien ça? C'est exact. Oui, c'est exact. Donc, c'était uniquement axé sur le domaine militaire. Cela ne s'intéressait pas aux données civiles. Au moment où nous le dirigions au Pentagone, il s'agissait vraiment, par exemple, de groupes aéronavals nucléaires qui rencontraient ces phénomènes en permanence. Il s'agissait, par exemple, d'une base de l'armée de l'air ou d'une base de la marine ou bien d'une unité des opérations spéciales en patrouille particulière. Et si jamais ils rencontraient un PAN, ce genre de rapport.
Et je veux aussi souligner ici que nous ne cherchions pas des ovnis. Nous abordions toujours la situation en partant du principe qu'il y avait une explication prosaïque, qu'il y avait une réponse rationnelle à ce que c'était, n'est-ce pas? En réalité, ce n'était pas un ovni. C'était un drone, un tir d'essai de missile. C'était un drone, un ballon, peu importe. Certaines signatures et profils s'examinent vite pour déterminer que c'est de la technologie conventionnelle. Mais il y avait une ligne directrice que nous utilisions pour nous aider à comprendre quand quelque chose était vraiment anormal. Quand on parle de cela, il ne s'agit pas de notre technologie. Et ce n'est probablement pas non plus une technologie étrangère ou d'un adversaire. Donc maintenant, on entre dans le vrai domaine des pans. C'est anormal. C'est quoi un pan? Phénomène anormal non identifié. Alors, permettez-moi, si je peux, de revenir un peu en arrière. Pendant des années et des années, on a utilisé le terme OVNI, objet volant non identifié. Il y avait plusieurs raisons, mais plus tard, le terme a été remplacé par PAN, qui signifiait phénomène aérien non identifié. Et probablement depuis un an et demi, on commence à voir encore une autre définition de PAN, phénomène anormal non identifié. Et il y a une raison à cela. Je suis heureux d'expliquer si vous le souhaitez, mais la décision a été prise de passer d'OVNI à PAN. J'ai lu que c'était parce que de nombreux membres du personnel militaire avaient cessé de signaler leurs observations à cause de la stigmatisation liée au terme OVNI. C'est exact. Donc, il y a deux raisons. Il y a une stigmatisation et un tabou associé à ce terme. Parce que quand vous dites OVNI, les gens pensent au chapeau en aluminium. Ils pensent que vous êtes fou. Oui, Elvis sur le vaisseau mère et des absurdités de ce genre. Mais en réalité, c'était un problème de sécurité nationale pour notre pays et d'autres pays aussi. De plus, le terme OVNI n'est plus vraiment exact aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, objet volant non identifié. Qu'est-ce que volant? Eh bien, voler signifie qu'il y a quatre forces fondamentales. Il y a la poussée, la portance, la traînée et le poids. Et quand on comprend cela, on peut créer des ailes et générer de la portance. Et c'est ça la définition de voler, non? Ces objets n'avaient pas d'ailes. Ils n'avaient ni gouverne, ni plan de profondeur, ni surface de contrôle, ni aileron, ni cockpit. Et pourtant, d'une façon ou d'une autre, ils restaient en l'air dans notre atmosphère. Donc techniquement, ils ne volaient pas. Alors, le nom a été changé en phénomène aérien non identifié, car ils étaient observés dans les airs. Mais ensuite, ils se sont rendus compte qu'on les observe aussi sous l'eau. On les observe à haute altitude et en orbite terrestre basse. Dire qu'ils sont aériens n'est pas exact. Ils ont dit c'est un phénomène anormal non identifié, pour inclure tous les domaines ou environnements où ces choses sont rencontrées. Avant d'avoir la réunion concernant ce projet au Pentagone, que pensiez-vous, par exemple, à titre personnel, des pans ou des ovnis? Je Je ne pensais rien. Je n'ai jamais été intéressé, même par la science-fiction, quand j'étais enfant. Est-ce que tu croyais qu'ils existaient si je t'avais posé la question, si j'étais venu te voir et t'avais demandé les ovnis sont-ils réels? Et je dis ovni parce que c'est le terme courant, mais qu'est-ce que tu aurais répondu? Probablement pas, eh bien, j'aurais dit probablement pas. Je n'aurais pas affirmé avec certitude, car je ne savais pas. Et maintenant? Oh, tu plaisantes. Je veux dire, oui, ils sont réels. Je veux dire, ne te fie pas seulement à ma parole. Notre gouvernement l'a déjà dit. Tu as un ancien directeur du renseignement national qui dit au monde entier, oui, ces choses sont réelles, quoi qu'elles soient. Tu as un ancien directeur de la CIA. Tu as un ancien président des États-Unis. Et nous savons depuis longtemps qu'ils sont réels. Et d'ailleurs, il n'y a pas que notre pays. Il y a d'autres pays qui sont très transparents à ce sujet. Il y a des pays en Amérique du Sud qui font face à ce phénomène depuis longtemps. Le Japon vient de conclure un accord bilatéral de partage d'informations avec notre pays pour échanger des informations et des données sur les pannes. La Chine s'y intéresse. La Russie aussi. Plusieurs pays européens disposent de capacités assez solides et possèdent beaucoup d'informations à ce sujet. Y a-t-il eu un moment où ta conviction a changé? Y a-t-il un moment dont tu te souviens où tu t'es dit, tu sais quoi? Ce que je pensais des pannes était faux? Bien sûr. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'il y a deux types de personnes, selon la façon dont nous traitons cette information. Dans une catégorie, il y a des gens qui vont s'asseoir et dire j'ai eu cette épiphanie, ce moment de révélation, où tout à coup c'est comme oh mon Dieu, c'est réel, n'est-ce pas? Tu plaisantes? Et puis il y a un autre groupe de personnes, auquel j'appartiens probablement, cette seconde catégorie, la dernière, qui est plutôt une progression lente. Et la prise de conscience que ce à quoi nous avons affaire n'est pas une technologie conventionnelle. Ce n'est pas notre technologie. C'est autre chose. À un certain moment, la prépondérance des preuves devient tellement écrasante. Laisse-moi te donner un exemple. J'ai passé ma vie dans les enquêtes terroristes
espion, peu importe. Et j'ai toujours été, selon moi, quelqu'un qui s'en tient aux faits. Un gars du genre, seulement les faits, madame. Très, très axé sur les données. Je ne me préoccupe pas vraiment des sous-entendus, des suppositions, ni beaucoup de ton opinion. Ce qui m'importe, c'est ce que disent les données. Que suggèrent les données? Et dans ce cas précis, tu as des témoignages oculaires. Tu as des images de caméras embarquées et des images thermiques fluor. Tu as des données radar pour appuyer cela. Tu as 5, 6, parfois 7 éléments de données de capteurs qui se recoupent. Tout cela décrit en détail le même événement, au même moment, au même endroit, dans les mêmes circonstances. Maintenant, si j'étais dans un tribunal et que je présentais cela comme preuve, nous sommes bien au-delà du doute raisonnable. Le jury n'aurait pas d'autre choix que de condamner parce que les preuves proviennent du même ensemble de capteurs que nous utilisons pour mener et gagner une guerre. Et pardonnez-moi l'expression, mais littéralement pour larguer des bombes sur des cibles précises. C'est la même information, les mêmes systèmes que nous utilisons pour collecter les données sur les véhicules anormaux que nous observons. Et donc, vous savez, en toute honnêteté, je sais que c'est une conversation très inconfortable à avoir. Je ne dis pas que ça ne l'est pas. Ce que je dis, c'est que nous devons faire face à cela. Et ce n'est pas seulement moi qui vous le dis, c'est notre gouvernement. Nous le savons. Nous avons déjà des lois en vigueur car ce sujet est devenu très sérieux. Nous l'avons fait. Des lanceurs d'alerte sont prêts à se manifester et à témoigner devant le peuple américain parce que c'est tellement grave. Nous avons mis en place une organisation spécifiquement dédiée dont le seul but est d'enquêter sur les pannes parce que ce sujet est si sérieux. Donc, il ne s'agit pas ici d'une lubie ou d'une fantaisie. Nous investissons des millions de dollars, l'argent des contribuables, pour essayer de trouver une solution. Et chose intéressante, je pense que lorsque l'organisme d'enquête a été créé, on s'est rendu compte de sa nécessité. On espérait que dans le premier rapport, il dirait « Oh, il y a 143 incidents non identifiés, mais nous allons les éliminer progressivement. Que s'est-il passé la fois suivante où ils ont eu un rapport? Il y en avait maintenant 300. Et que s'est-il passé ensuite? Maintenant 800. Les chiffres augmentent, ils ne diminuent pas. Ils restent non résolus. Et donc, vous savez, nous devons avoir cette conversation inconfortable avec nous-mêmes. Vous avez fini par partir. Moi, Oui, c'est le cas. ce projet, mais aussi plus largement, vous avez démissionné de votre poste au Pentagone dans le rôle que vous occupiez avec eux. Pourquoi avez-vous démissionné? J'ai démissionné parce que, dans ce genre de situation, c'est précisément ce qu'on fait lorsqu'on ne peut absolument pas résoudre un problème en interne. Ce qui m'inquiétait profondément, c'est que nous passions beaucoup de temps et dépensions également de l'argent sur un problème que la direction ne voulait pas connaître, que la direction ne voulait pas informer le patron, c'est-à-dire le secrétaire à la défense de l'époque, le général Jim Mattis, des détails sur ce qui se passait. Il y a des raisons à cela et nous pouvons en parler si vous le souhaitez. Je les comprends. Je ne suis pas forcément d'accord, mais je les comprends. Mais ici, dans notre pays, quand on ne peut pas résoudre un problème, on ne l'aggrave pas. Vous partez. Vous démissionnez. Si vous voulez agir, faites-le de l'extérieur, mais ne créez pas de problème à l'intérieur. Et ce n'est pas si rare, n'est-ce pas? Car un an après mon départ, le secrétaire à la Défense a démissionné, n'est-ce pas? J'ai donc démissionné en signe de protestation, mais pas par déloyauté. J'ai démissionné par loyauté et par fidélité envers ce pays et ce gouvernement. Et C'est quoi la manifestation? Désolé, je vous les ai clairs. la raison de notre protestation est que nous n'avons pas pu faire parvenir les informations et l'aide nécessaires concernant ce problème aux personnes compétentes. Ils étaient contents que nous le fassions, mais ils ont dit « N'en parlez pas au patron. Attendez une minute. Le patron doit le savoir. » Nos pilotes de chasse sont presque en collision en vol. Nous avons des capitaines et amiraux de la marine qui demandent « Que faire à propos de ça ?» Un email dit « Lou, on ne peut pas garder ces gars sous le pont indéfiniment. Que veux-tu que je fasse ?» Ils sont partout sur le navire. Tu sais, donc, il faut prendre une décision. Qu'est-ce qu'on va faire à ce sujet? Cette décision doit être prise par le chef suprême, le secrétaire à la Défense. Pour une raison ou une autre, les plus hauts échelons du commandement ne voulaient pas en parler au patron. Nous ne recevions aucune directive sur ce point. Maintenant, gardez à l'esprit que ces choses survolent aussi nos installations militaires sensibles. Et il y a un risque que ces choses interfèrent avec nos actifs nucléaires. C'est quelque chose de très sérieux. Et personne ne veut en parler? Attendez une minute. Mettons cela en perspective avec d'autres questions de sécurité nationale, comme le terrorisme. Si vous allez dans un aéroport ou une gare aux États-Unis aujourd'hui, vous entendez toujours « Si vous voyez quelque chose de suspect, signalez-le ». Eh bien, ce n'était pas le cas avec ces phénomènes. En fait, on disait aux gens de ne pas signaler. Oui, si vous voyez un ovni et que vous l'aperceviez au-dessus d'une installation militaire sensible, ne le signalez pas, car on pensera que vous êtes fou.
Et ça, c'est dangereux. C'est un état d'esprit dangereux. Parce que si ces choses-là avaient une étoile russe sur la queue ou un numéro d'immatriculation nord-coréen, ce serait énorme. Ces objets n'avaient ni queue ni propulsion, donc c'était silencieux. Tout le monde savait, c'était un secret mal gardé. On disait, oui, on les voit souvent, mais on ne veut pas le signaler. Eh bien, il faut le signaler. Mais il n'y a aucun mécanisme de signalement. D'accord, créons-en un, mais on ne peut pas, car il faut une autorisation et prévenir la personne. Pendant ce temps, on vous répète, non, tu ne peux pas. Pourquoi ne voudrait-il pas signaler cette information? Pourquoi ne voudrait-il pas que le public le sache ou que le patron le sache? C'est surtout une question de stigmatisation et de tabou. Il y a d'autres raisons, mais en surface, c'est ça. Personne ne veut être associé aux ovnis. Je comprends, surtout si vous êtes pilote. On vous retirait du vol, on vous mettait à un bureau pour le reste de votre carrière. Les gens pensent alors que vous êtes mentalement instable, ce qui peut nuire à votre habilitation de sécurité. Je veux dire, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Et donc, on encourageait les gens à ne pas signaler ces informations, même les pilotes civils. Aujourd'hui, si vous leur parlez, ils diront discrètement, oui, vous savez, on voit des choses dans le ciel, mais on ne va rien signaler. J'ai besoin d'un travail. Qu'est-ce que vous avez vu? Oh là là, quel jour voulez-vous dire? Des vidéos, des rapports, des photographies, je veux dire, nous en avons. Il y a des vidéos tellement convaincantes, en haute définition, qu'il n'y a aucun doute sur ce que vous voyez. Ce n'est pas notre technologie, et les capacités dépassent tout ce que nous pouvons faire. Je serais ravi d'expliquer certaines de ces capacités si vous le souhaitez. Mais vous savez, quand on regarde cela d'un point de vue rationnel, on n'arrive qu'à une seule conclusion. Il n'y a qu'une seule chose que cela peut être. L'autre possibilité est tellement improbable que les contorsions mentales nécessaires pour y arriver, et on pourra en parler dans une minute, c'est absurde. Alors parlons un peu de ce qui rend ces choses uniques. Parce que les avions volent et apparaissent dans les airs. Donc ça ne les rend pas uniques. Et puis vous savez, les choses vont vite et tout ça. Donc en renseignement, si vous voulez, filtrez les données. Et ne vous concentrez que sur certaines données. Il faut établir des paramètres. Nous avons donc compris très tôt au sein du gouvernement que ces objets avaient 5 paramètres, 5 observables qui les distinguaient de tout le reste. Le premier, c'était l'accélération instantanée. Alors, qu'est-ce que l'accélération? C'est le changement de vitesse, n'est-ce pas? C'est la capacité de changer de vitesse très rapidement. Et par conséquent, il y a des forces d'inertie qui sont ressenties. Pour nous, les êtres humains, nous exprimons ces forces d'inertie en tant que force G. Donc, la force de gravité nous attire tous de façon égale à 9,8 mètres par seconde carrée, et cela correspond à un G. Un être humain peut supporter jusqu'à 9 grains pendant une très courte période avant de commencer à avoir des conséquences médicales, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir des phénomènes comme des pertes de connaissance, des hémorragies oculaires et finalement la mort. Pour comparer cela à, disons, à la technologie standard, l'un de nos avions les plus maniables, pilotés, mais j'insiste sur le fait qu'ils sont pilotés, c'est un avion plus ancien. Il s'appelle le General Dynamics F-16, construit par General Dynamics. C'est le F-16. À un niveau non classifié, il encaisse environ 17 grammes avant une défaillance structurelle, c'est-à-dire que les ailes se détachent. L'avion commence alors à se désintégrer en vol. Ce que nous voyons, ce sont des objets qui subissent des accélérations dépassant les 2000 et 3000 grammes, d'accord? Bien au-delà des limites tolérables pour tout organisme biologique et évidemment, certainement, d'un point de vue des matériaux. Par exemple, bien plus que ce dont nous disposons avec une technologie avancée. Le deuxième élément observable est la vitesse hypersonique. Qu'est-ce que l'hypersonique? L'hypersonique correspond à des vitesses supérieures à Mach 5 ou plus. Qu'est-ce qu'un Mach? C'est la vitesse du son. Environ 1220 km à l'heure au niveau de la mer. Donc, très rapide. Avons-nous une technologie pour atteindre l'hyperspace? Bien sûr, nous en avons. L'un des meilleurs exemples est le Lockheed YF-12A SR-71, aussi appelé Blackbird. Il peut atteindre environ Mach 5, ce qui est vraiment très rapide. Mais à cette vitesse, si le SR-71 veut tourner à droite, il lui faut à peu près la moitié de l'État de l'Ohio pour effectuer cette manœuvre. Nous voyons des choses, non pas allant à Mach 5, mais des choses dépassant les 10 000, 13 000 milles à l'heure et effectuant des virages immédiats à droite, voire des demi-tours à 180 degrés, n'est-ce pas? Donc, c'est un autre élément observable qui dépasse largement tout ce que nous avons. Un autre élément observable, c'est un peu un oxymore, mais on appelle ça la faible détectabilité, ce qui signifie que vous entendrez les pilotes dire « Loup, j'y étais, je l'ai vu, mais je ne peux pas le décrire ». Il n'y avait pas d'aile, pas de gouvernail, pas de queue, rien, pas de rivet, rien du tout. Et puis, également sur le radar, vous obtenez ces retours incohérents.
Des retours comme s'il y avait une sorte de brouillage actif ou de leurrage en cours dans le système radar. Donc, faible détectabilité. Maintenant, avons-nous des véhicules à faible détectabilité? Bien sûr. Par exemple, le bombardier B-2 et le Valkyrie, ce sont des véhicules furtifs. Eh bien, ici, c'est un peu plus que ça, car il est aussi, à l'œil nu, très difficile à distinguer. Le quatrième élément observable s'appelle le transmilieu, ou déplacement multimilieu. Cela signifie donc la capacité d'opérer dans plusieurs domaines, ou plus précisément, dans plusieurs environnements. Maintenant, encore une fois, avons-nous des véhicules multidomaines? Absolument. Un hydravion est un exemple parfait de véhicule multimilieu. Il peut voler et il peut flotter. Mais soyons honnêtes, un hydravion n'est ni un très bon avion, ni un bon bateau. Et pourquoi? Parce qu'il faut faire des compromis de conception et de performance pour qu'il puisse fonctionner. Dans plusieurs domaines. Et c'est vrai pour à peu près toutes les technologies que nous avons. Plus on veut qu'un objet fonctionne dans plusieurs domaines, plus on doit faire de sacrifices. C'est pourquoi un sous-marin ressemble à un sous-marin, car il est fait pour être sous l'eau, un avion à un avion et une fusée à une fusée. Ces choses peuvent fonctionner dans plusieurs domaines. Elles peuvent fonctionner dans l'air, sous l'eau et peut-être même dans l'espace, mais elles n'ont pas les compromis de performance et de conception que nous devons faire avec notre technologie. Alors, est-ce comme un quand vous obtiendrez ce poste, aurez-vous accès à des dossiers sur un ordinateur? J'essaie de comprendre précisément à quels accès vous avez justement accès, Ah, ces choses. je veux dire, vous voyez les enquêtes qui ont été menées précédemment par d'autres membres de l'UAP. Vous regardez une vidéo, vous voyez des photographies, vous consultez les rapports historiques. Et ces documents sont-ils classifiés? Oh, absolument. D'accord. Donc le grand public ne peut pas voir ce genre de choses? Non, Et elles n'ont pas été publiées? correct. Elles n'ont pas été rendues publiques. Elles sont hautement confidentielles. D'accord. Donc il s'agit de vidéos, de photos, de différents comptes. C'est exact. Vous savez, beaucoup de gens parlent de la zone 51 quand ils évoquent les ovnis. Je pense que l'une des rumeurs, c'est qu'à la zone 51, ils auraient trouvé et conservé des matériaux d'ovnis, des vaisseaux spatiaux, etc. Qu'ils auraient étudiés pour comprendre la technologie afin de pouvoir l'introduire dans l'armée américaine, militaire. Est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans? Gouvernement américain investit beaucoup d'argent dans la recherche. Il existe de nombreux centres d'essai où nous voulons pouvoir tester des choses à l'abri des regards indiscrets de nos ennemis. Et donc nous créons ces zones d'essai à cette fin. Nous faisons toutes sortes de choses sur ces terrains d'essai. Je ne peux pas commenter ce que la zone 51 pourrait ou ne pourrait pas avoir. Je ne serai pas autorisé à en parler. Tout ce que je peux dire, c'est ce qui est déjà dans le domaine public, à savoir que c'est un site d'essai sensible où nous faisons des expériences. Parce qu'il y avait un monsieur, je crois, qui travaillait près de la zone 50 et un qui a un peu parlé de tout cela publiquement, Bob Lazar. En fait, je ne savais rien de Bob Lazar jusqu'à il y a environ 2 heures. Alors, qu'est-ce que Bob Lazar affirme exactement? Pour être honnête, il faudrait demander à Bob. Je ne sais pas, monsieur Lazare. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne lui ai jamais parlé. Il affirmait travailler dans un établissement particulier et avoir accès à... Et ayant eu connaissance de l'un des véhicules récupérés, une opération de récupération après accident qui aurait été effectuée par les États-Unis, le véhicule ayant été acquis et amené sur place. Voilà ce qui relève du domaine public. Je ne peux pas et ne veux pas commenter Bob Lazar parce que je ne le connais pas. Donc, lorsque vous dites que vous ne pouvez pas commenter quelque chose et que cela concerne quelque chose de classifié, avez-vous dû suivre une certaine procédure? Il y a un livre devant moi. Imminent est le livre que vous avez écrit sur la chasse du Pentagone aux ovnis. Quel est le processus pour écrire ce type de livre et faire approuver les informations pour les partager? C'est comme mettre au monde un éléphant. C'est ça. Je n'ose imaginer si j'avais été une femme et que j'avais dû accoucher. Parce qu'ils ne veulent probablement pas que vous parliez de ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on parle de ça, mais il y en a aussi beaucoup qui le veulent. Donc vous passez par un processus. Ça s'appelle DOPSR aux États-Unis. Au gouvernement, on adore les acronymes. Cela signifie Département de la Défense, Bureau de la prépublication et de l'examen de sécurité. En tant qu'ancien responsable de la Défense, si je veux écrire quelque chose, cela doit passer par une révision pour m'assurer que ce n'est pas classifié. Et je peux en parler. Ce livre a fait l'objet d'un processus exhaustif de près d'1 an auprès du gouvernement avant que celui-ci ne m'autorise à le publier. Et même alors, ils en ont expurgé des parties. Si vous regardez à l'intérieur, vous verrez des passages grisés. Parce que je voulais que les Américains voient ce que certaines personnes n'ont pas besoin de voir.
Et donc ces caviardages sont là à la demande du gouvernement. C'est un processus exhaustif, mais c'est important car c'est ce qui nous permet de rester dans la légalité. C'est ce qui empêche des gens comme moi d'aller en prison parce que je respecte les procédures appropriées. Je ne suis pas un informateur. Je n'ai jamais divulgué d'informations classifiées. Je ne discuterai jamais d'informations classifiées. Une divulgation non autorisée doit être évitée à tout prix. Comme je l'ai dit, je suis patriote, loyal envers mon pays, pas déloyal. Il y a une bonne et une mauvaise façon de faire les choses. Si vous voulez écrire un livre et parler de sujets dont vous n'êtes pas sûr, vous passez par ce processus d'Opser. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et c'est ainsi que ce livre a pu être publié. Sinon, à l'heure actuelle, je serais probablement en prison. Y a-t-il, à votre avis, une seule preuve la plus convaincante à laquelle vous pouvez témoigner, par exemple, concernant votre croyance dans les ovnis et les pannes? Elles étaient toutes importantes. Aucune ne disait c'est celle-là, car elles étaient toutes convaincantes à leur façon. L'incident du Nimitz en 2004 ou les incidents du Roosevelt en 2014 et 2015, il y avait tellement de données. Chaque fois que vous pensiez en avoir une qui était incroyable, une autre arrivait et était encore meilleure. Tu en as mis une en couverture de ce livre. Oui, Quel est cet incident sur la couverture de votre livre? c'est ce qu'on appelle l'incident Gimbal. C'est une vidéo qui a été prise par un F-18 et on peut entendre l'exaspération. Si vous écoutez la vidéo originale, vous pouvez entendre les pilotes essayer de discuter de ce que c'est. Et puis on entend aussi dans la discussion qu'il y a toute une flotte d'entre eux. Regarde l'ASA. Et au fait, il va à 120 nœuds à contrevent à environ 20 000 pieds d'altitude. Donc ce n'est pas un ballon. Et on commence à voir ce véhicule s'orienter à un angle de 90 degrés. Maintenant, si c'était un avion, regarde, voici tes ailes. Si tu prends un angle de 90 degrés, tu perds de l'altitude, non? C'est comme ça que fonctionnent les principes de portance. Ce n'est pas le cas là-bas. Je pense que c'est cette vidéo. Ouais, Il y en a toute une flotte. Regardez sur l'assa. Mon Dieu. Ils vont tous à contre-courant. Le vent souffle à 120 nœuds d'ouest. Regardez ce truc, mec. Ce n'est pas un LNS, n'est-ce pas? Écoute, non, absolument pas. C'est bien un LNS, mec. Regarde ça. Ça tourne. Et ça a été filmé par 2 pilotes de chasse américains. En quelque sorte, des pilotes de chasse. Il y a, beaucoup plus de vidéos comme ça dehors, et bien plus claires aussi, mais elles sont classifiées. il y a d'autres vidéos auxquelles tu as eu accès. Oh oui, absolument. Oh, pourquoi? Mais ils ne veulent pas les publier? Ils ne les publieront pas. Pourquoi? À cause des sources et des méthodes qui restent classifiées en raison de la façon dont elles ont été obtenues, du lieu, des circonstances et des technologies utilisées pour recueillir ces informations. Le gouvernement américain veut empêcher ses adversaires d'y accéder. Ce que sont vraiment nos capacités. Disons que tu fais une mission au-dessus d'une zone interdite et que tu ne veux pas que l'ennemi sache que tu es là. La dernière chose à faire, c'est publier une vidéo où l'on voit et dit « Ah, on est là. Maintenant, l'ennemi sait ou il sait qu'on a cette capacité ou qu'on peut aussi bien voir. » Voici les technologies dont nous disposons. Ces vidéos-là sont probablement parmi les moins crédibles. Aujourd'hui, les gens disent « Oh, elles sont incroyables », mais ce sont celles non classifiées et publiables. D'autres vidéos sont très claires. Le problème, c'est comment elles ont été prises. Les moyens de collecte, le lieu, les circonstances, les métadonnées. Tout cela doit être pris en compte. Le gouvernement et le Pentagone veulent-ils qu'on croie aux ovnis ou pas? Le gouvernement américain et le Pentagone veulent-ils généralement que les gens croient que les ovnis, les pannes existent ou pas? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'il n'y a pas si longtemps, personne ne voulait avoir cette conversation. Le problème, c'est que le gouvernement s'est retrouvé coincé après 70 ans de déni, enfermé dans un coin, et doit trouver une issue. Certains souhaitent que cette conversation ait lieu. C'est pourquoi on voit le Congrès s'impliquer et la création d'Arrow. Mais il y a malheureusement encore des éléments au Pentagone qui ne veulent pas que cette conversation ait lieu. Et ils continueront à faire tout ce qu'ils peuvent pour discréditer des individus et lancer cette campagne contre eux. L'un de mes collègues, David Gruch, officier décoré de l'armée de l'air et haut responsable du renseignement, a vu son dossier médical divulgué dans les 24 heures qui ont suivi dès qu'il a rompu le rang et rendu public ce sujet, dans une tentative de le discréditer. Et ils l'ont fait illégalement. Il y a donc des gens là-bas qui ne veulent absolument pas que cette conversation ait lieu. Pourquoi alors? Eh bien, il y a de nombreuses raisons à cela. Vous savez, historiquement parlant, excellente question. Puis-je développer un peu? Ouais. Cela vous dérange-t-il? D'accord. Alors commençons vraiment par le
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale apparaissent ces Foo Fighters, des sphères lumineuses suivies par les pilotes alliés jusque dans les zones de combat. Plus tard, notamment avec le développement des armes atomiques, nous avons commencé à relâcher de nombreux ovnis au-dessus de notre espace aérien militaire contrôlé et de nos centres d'installation et de recherche militaire. À l'époque, il y avait cet état d'esprit, sommet de la guerre froide, États-Unis contre Union soviétique. Ils avaient des armes nucléaires, comme nous. Il y avait une menace de ce côté-là. Et puis, il y a d'autres choses de ce côté-ci. En tant que général au Pentagone, vous dites, ces choses sont réelles, mais sans hostilité manifeste. Or, le vrai problème ici, c'est la menace de l'Union soviétique. Concentrons-nous sur cette menace, et ensuite, nous nous occuperons de ces autres choses plus tard. L'autre aspect, c'est l'état d'esprit qui consiste à dire c'est inconfortable en tant que gouvernement d'avoir une conversation à ce sujet. Parler à sa population d'un problème pour lequel il n'existe aucune solution, n'est-ce pas? Nous voyons ce qu'ils font, mais il n'y a rien que nous puissions faire. Nous ne pouvons pas arrêter ce qu'ils font. Voulez-vous vraiment parler au peuple américain et admettre un problème sans solution? Les gouvernements sont axés sur les solutions et ce n'est vraiment pas une position confortable, n'est-ce pas? Ce n'est pas la première fois que cela arrive. L'avion espion U-2, par exemple. Quand nous l'avons construit, la CIA l'a commandé via Lockheed Martin Skunk Works et nous faisions voler cet appareil. En violation d'un traité en vigueur avec la Russie qui interdisait les missions de reconnaissance pilotées au-dessus de la Russie, nous l'avons fait. Mais nous avions conçu cet avion pour qu'il vole si vite et si haut que nous pensions qu'il ne pourrait pas nous détecter, n'est-ce pas? Et pendant un certain temps, nous avons cru qu'ils ne le pouvaient pas, car nous n'avons rencontré aucune opposition jusqu'à ce que les Russes développent le missile solaire SA-2 et qu'ils réussissent à en abattre un. Ce n'est qu'alors qu'ils ont admis au monde qu'ils suivaient ces appareils depuis le début. La raison pour laquelle ils n'en parlaient pas, c'est parce qu'ils n'avaient aucun moyen de l'abattre. Alors pourquoi l'admettre? Un problème sans solution jusqu'à ce qu'on en trouve une. C'est un autre état d'esprit au Pentagone. Il y a eu plusieurs études menées à la demande du gouvernement américain. Des études posèrent la question. Si nous étions honnêtes et transparents sur la divulgation, sur le fait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que ces choses sont réelles, quelles seraient les conséquences? Toutes sont revenues à la même conclusion. Vous ne pouvez pas le faire. Le peuple américain n'est pas prêt à avoir cette conversation. Cela provoquerait des troubles civils, cela bouleverserait la population, les gens perdraient de la foi dans leur religion et l'économie pourrait s'effondrer. Vous ne pouvez pas le faire. La décision a donc été prise. D'accord, nous n'allons pas le faire. En fait, nous allons activement supprimer cette information. Nous allons la stigmatiser au maximum. Tellement mal que plus personne ne voudra jamais même prononcer le mot ovni. Et cette campagne pour stigmatiser ce sujet a été tellement réussie. En fait, même aujourd'hui, il est difficile de revenir en arrière et d'avoir cette conversation. Et c'est là qu'une partie du problème réside. Pourquoi le gouvernement ou certaines parties du gouvernement ne veulent-ils pas avoir cette conversation? Ensuite, il y a un problème juridique qui est probablement le plus important aujourd'hui. Il y a des éléments au sein du gouvernement qui prenaient des décisions unilatérales de ne pas informer le Congrès et de ne pas informer le président des États-Unis, n'est-ce pas? C'est illégal. Il existe des comités de surveillance qui doivent être informés sur toutes les questions de renseignement, surtout pour le financement, n'est-ce pas? Nous dépensons des milliards de dollars pour ces projets. Il faut informer le Congrès. Certains membres de certains comités de surveillance, comme le comité spécial du Sénat sur le renseignement, n'étaient pas informés. Il y a aussi cette crainte chez certaines personnes au sein du gouvernement. Mon Dieu, j'ai travaillé sur un programme secret d'OVNI. Est-ce que je vais avoir des ennuis? Parce que nous avons menti au Congrès. Donc, c'est un peu plus compliqué que de simplement dire «Oh, eh bien, nous voulons la vérité, soyez honnêtes». Ce n'est pas si simple. À votre connaissance, selon vous, y a-t-il déjà eu des matériaux d'UAP ou d'OVNI qui ont été récupérés? Ce que je peux dire, c'est que j'ai été autorisé à dire oui. Jusqu'à récemment, je ne pouvais même pas le dire. Quand cela a-t-il changé? Quand ce livre a été critiqué, j'avais signé des documents du gouvernement disant que je ne parlerai jamais de cela. Que se passe-t-il si vous le faites? Prison. Oh ouais. C'est pourquoi j'ai dû passer par ce processus pour écrire ce livre. Parce que ce que j'ai écrit dans ce livre, j'ai le droit d'en parler. Je ne peux pas aller plus loin, mais je peux en parler. Dans le livre, j'évoque que le gouvernement possède des matériaux exotiques qui ne semblent pas être de fabrication américaine. Y a-t-il déjà eu des personnes emprisonnées simplement pour avoir parlé de ce sujet? Pire, pire. Et cette histoire reste à raconter. Oui, il y a des personnes qui ont fait face à des mesures disciplinaires extrêmes, potentiellement pires. La peine de mort?
Je ne vais pas m'étendre là-dessus pour l'instant parce qu'il se passe certaines choses pour essayer de... C'est pourquoi le Congrès agit pour protéger les lanceurs d'alerte, car nous voulons que chacun se sente en sécurité et puisse s'exprimer. Et pour l'instant, ils ne se sentent pas vraiment en sécurité. Ils ont vu des tactiques et techniques utilisées par le passé pour faire taire les gens. Permettez-moi de le dire en termes généraux. Les gens disent: «Oh, le gouvernement ne ferait jamais tuer quelqu'un pour protéger un secret. Essayez d'aller à la zone 51 et lisez les panneaux sur la clôture. Usage de la force létale autorisée. Si vous franchissez cette clôture, ils peuvent vous abattre sur le champ.» D'accord. Ainsi, dans certains cas extrêmes, dans certaines situations et conditions extrêmes, le gouvernement peut faire tout ce qui est nécessaire pour protéger la sécurité nationale. Et ils le feront. De quel département s'agit-il? Je Je ne peux pas entrer dans cette conversation. Parce que les gens l'imaginent comme la CIA ou quelque chose du genre, mais Je ne peux malheureusement pas donner plus de détails. Tu... tu sais, parce que je connais très peu de choses que sur les départements gouvernementaux américains et tout ça. Mais évidemment, la plupart du monde connaît les assassinats présidentiels et ce genre de choses. Et j'ai parlé à quelques membres de la CIA, des agents et ce genre de personnes dans mon podcast auparavant, mais franchement, je n'ai jamais vraiment compris qui donnerait un tel ordre et comment ces choses ne finissaient pas par fuiter, tu vois? Eh bien, tu sais, bonne question. Écoute, nous l'avons déjà fait par le passé, dans d'autres situations, certaines assez récentes. Et je vais te donner un exemple concret, et ce n'est pas une attaque contre qui que ce soit. Nous avons utilisé des drones pour tuer de façon létale des personnes, des Américains, un citoyen américain en particulier, ainsi que l'enfant de cette personne sans procédure régulière. Aux États-Unis? Pas aux États-Unis. Il était citoyen américain, soupçonné d'être un terroriste. Et il y a d'autres éléments ici. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous, en tant que citoyens américains, nous bénéficions de ce qu'on appelle la procédure régulière selon la loi de la paix, ce qui signifie que vous avez droit à un procès, quoi qu'il arrive. Et il y a eu des Américains pour qui cela n'a pas été le cas. Ils n'ont pas eu droit à un procès. Quelqu'un a pris la décision de les éliminer. Vous savez, il existe par exemple des exemples où cela s'est produit. Il y en a un autre avec les Rosenberg, ceux qui ont été accusés d'avoir vendu les secrets atomiques aux Russes, de les leur avoir réellement donnés. Et si vous connaissez un peu ce qui s'est passé avec sa femme, il s'avère que elle était innocente. Qu'est-il arrivé à sa femme? Ils l'ont pendue. Ils l'ont pendue, elle et lui, pour espionnage. Mais à cause des informations que nous avions à l'époque, qui étaient tellement sensibles, il aurait fallu révéler une capacité. Donc malheureusement, il semble que nous ayons peut-être fait quelque chose que nous n'aurions peut-être pas dû faire. Je n'étais pas là à ce moment-là, donc je ne peux pas vous dire avec certitude ce qui s'est passé. Je ne peux que vous dire ce que j'en comprends. Je peux tout à fait me tromper, et j'espère vraiment que c'est le cas. Mais il s'avère que, vous savez, il existe des exemples extrêmes où nous prendrons des mesures drastiques pour protéger la sécurité nationale. Donc, en écrivant ce livre et en parlant de ces sujets, tu comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas que tu parles de ces sujets. Oh oui, oh oui, Donc, tu comprends aussi, en réalité, que la punition pour parler de ces sujets peut aller de la prison à pire encore. oui, Donc, tu n'as pas peur? Je, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que je n'avais pas peur. je, Je veux dire, je prends d'énormes risques. Ma vie a été menacée plusieurs fois, ce qui est très préoccupant pour moi. C'est pourquoi je vis dans le Wyoming, que je suis armé et que j'ai maintenant 6 bergers allemands. Oui, je suis prudent et vigilant, mais aussi compréhensif. Je connais aussi les limites légales, à gauche comme à droite, et je n'enfreindrai la loi sous aucun prétexte. Ce livre n'est pas une fuite, j'y suis autorisé. Je parle de ce livre parce que j'ai suivi les procédures appropriées pour le faire examiner, qu'il l'apprécie ou non. Mais oui, je suis absolument inquiet. C'est pour cela que je fais très attention à ce que je dis, parce que je ne veux pas, j'irai jusqu'à la limite. Je ne franchirai pas la ligne, ni ne violerai mon serment de sécurité, ni ne compromettrai la sécurité nationale pour une divulgation. Ce n'est pas nécessaire. La preuve est là. Cela fait 7 ans, et nous avons pu avancer dans cette conversation. Et je ne suis pas allé en prison, je suis toujours là pour en parler. Je pense que cela montre qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de faire les choses. Je comprends que les gens veulent la divulgation tout de suite. Mais j'ai déjà dit qu'il y a une différence entre bien faire les choses et les faire rapidement. Ce n'est pas pareil. Nous n'avons qu'une seule chance de bien faire les choses. J'espère que nous pourrons avoir cette discussion collective d'une manière non perturbatrice. Personne n'a besoin d'être menacé, d'aller en prison, de perdre son emploi ou autre chose de ce genre.
Vous avez mentionné les présidents tout à l'heure. Les présidents des États-Unis sont-ils au courant des ovnis? Certains oui, d'autres non. Malheureusement, il y a une mentalité chez certaines personnes qui pensent que les politiciens et les présidents ne sont que des employés temporaires. Ils sont là aujourd'hui, partis dans 4 ans. Pourquoi les informer, surtout s'ils n'ont aucune expérience militaire ou en renseignement? C'est un risque. Alors vous savez quoi? Ne les informez pas. Selon vous, quel président était au courant des ovnis? Il existe en quelque sorte ce genre de programme. Bien sûr, bien nous le savons avec certitude. Il y en a eu plusieurs, vous savez. Par exemple, Carter était au courant, mais ensuite, Comment le savez-vous? Clinton? Eh bien, parce que Carter a été informé. Je connais quelqu'un qui a travaillé avec lui pour obtenir des informations sur ce sujet. Je ne peux pas donner son nom, car cette personne est encore en vie, mais c'est un fait confirmé par des documents. Mais il y a d'autres présidents, comme Bill Clinton, qui n'a pas été informé, mais qui voulait l'être, n'est-ce pas? Et donc, encore une fois, c'est là tout le cœur du problème. Qui prend la décision de quel président est informé et lequel ne l'est pas? C'est absurde. Président George Bush père, j'ai été informé. Il était également directeur de la CIA. Il était donc parfaitement au courant de ce sujet. Mais d'autres présidents ne l'étaient pas. Encore une fois, cela met en lumière le problème que je rencontre. Qui décide, qui est informé et qui ne l'est pas? Et Obama et Trump? Je ne peux pas répondre à leur place. Obama a Il a récemment été déclaré officiellement que ces phénomènes PAN sont un problème de sécurité nationale, pas une menace, mais un problème. Il y a bien quelque chose là-dedans, que ces choses sont réelles, quoi qu'elles soient, a déclaré l'ancien président Trump il y a 1 semaine et demie, lorsqu'on lui a demandé s'il publierait les dossiers sur les ovnis et qu'il avait déjà voulu le faire. Mais il a rencontré une résistance farouche. Réfléchissez un instant à cette déclaration. Qui diable lui met des bâtons dans les roues pour la publication des dossiers OVNI alors qu'il est le président? Non. C'est une déclaration très significative. C'est cela qu'il faut corriger. Si le président lui-même ne peut pas obtenir un briefing, qui, bon sang, a l'autorité de prendre cette décision? Personne. Quelle est donc cette résistance farouche dont parle Trump? Faut poser la question à Trump. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a une énorme influence du complexe militaro-industriel et c'est un business colossal. Ça l'a toujours été. C'est gigantesque. C'est probablement la plus grande entreprise du monde à l'échelle mondiale, Et pourquoi le complexe militaro-industriel veut pas que ces dossiers soient rendus publics? parce qu'ils devraient alors admettre qu'ils font partie des programmes. Certaines de ces personnes doivent une grande partie de leur succès au fait d'avoir pu travailler sur des programmes ultra secrets pour le gouvernement américain. Peut-être qu'il y a des technologies qu'ils ne veulent pas rendre publiques ou des capacités que nous ne voulons pas révéler. Et il y a beaucoup de raisons à cela, que vous comprenez. Elles sont légitimes, je peux comprendre. Je ne suis pas d'accord, mais je peux comprendre. À ton avis, combien de personnes ordinaires dans la rue savent ce qui se passe au Pentagone, dans les coulisses du gouvernement? Mon frère oublie le gouvernement et le Pentagone. Combien de parents peuvent te dire qui est ça le quarterback de leur équipe de football préférée et te donner ses statistiques? Mais combien de parents savent à côté de qui leur enfant s'assoit à la cantine ou en cours de maths en deuxième heure? Le gouvernement, je veux dire, ce sont des faits de base, mec. En tant qu'humain, la plupart d'entre nous, on est nuls. On ne sait rien. Et on est tellement habitué à se faire gaver d'informations par n'importe quel média du jour qu'on choisit de regarder. Si je suis progressiste, je vais regarder ceci. Si je suis conservateur, je vais regarder cela. Je vais directement dans ma chambre d'écho pour n'entendre que ce que j'ai envie d'entendre et que des gens me le répètent. Non seulement l'information qu'ils pensent que je dois connaître, mais même mon opinion sur ce que ça devrait être. C'est un problème bien, bien plus vaste que simplement les ovnis et les PAN. Nous, en tant que peuple, sommes devenus extrêmement paresseux et nous ne sommes plus prêts à poser les questions difficiles. On ne l'est pas. Vous faisiez partie d'un programme, mais vous avez aussi mentionné un autre, le programme Legacy. Qu'est-ce que c'est? C'est l'effort traditionnel et de longue date mené par les États-Unis, gouvernement pour étudier les pannes. Les gens pensent que les K-types étaient le seul programme dans OSAP. Avant cela, il y avait Blue Book. Le programme Legacy, c'est l'effort collaboratif d'individus sur plusieurs décennies qui se sont penchés sur ce sujet pour le gouvernement américain et par le gouvernement américain. Gouvernement. Et donc, il faisait des choses similaires à ce que faisait l'AATIP. Oui, et de façon plus robuste et avec un financement plus important. Je me demande pourquoi ils ne financent plus autant ce programme. Il y a une raison à cela aussi que
je devrais avoir la permission d'aborder, il y a eu des distractions. Au début des années 2000, détourner et rediriger des ressources loin de ces efforts vers autre chose. Vous pouvez probablement deviner de quoi il s'agissait, mais il y a eu une énorme ponction de ressources et un recentrage au début des années 2000 pour se concentrer sur autre chose. Et donc, Je vous ai aussi entendu parler de ces différents types d'extraterrestres, pour ainsi dire, parce que lorsque nous pensons aux extraterrestres, nous nous référons aux films que nous avons vus, et ils ont comme de grosses têtes, et des choses comme ça. Et peut-être qu'ils sont genre blancs, grands, maigres, avec de grands bras et de grandes jambes, ce genre de choses. Est-ce que c'est ce que les gens au Pentagone considèrent comme des extraterrestres, ce que nous voyons dans les films? je ne peux pas parler au nom des autres, je ne peux parler qu'en mon nom. J'ai été vraiment très, très prudent, extrêmement attentif pour ne stéréotyper personne ni quoi que ce soit. Je pense qu'il est important de garder l'esprit ouvert, car quand vous dites extraterrestre, vous supposez que ces choses viennent de l'espace. Ce n'est peut-être pas le cas. Il y a d'autres possibilités. Ça n'a pas besoin de venir de l'espace. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'ils sont parmi nous? Eh bien, puis-je explorer cette question avec vous, s'il vous plaît? D'accord. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre. Donc, au début de notre conversation, je vous ai dit que j'étais allé à l'université de Miami et que j'y ai étudié la microbiologie, l'immunologie et l'étude des parasites. Maintenant, si vous allez voir certains anthropologues, ils vous diront que l'être humain moderne, Homo sapiens sapiens, existe depuis environ 100 000 à peut-être 200 000 ans. Donc, sur une horloge de 24 heures, n'est-ce pas, cela ne représente que les 2000 dernières années. Et ce sont les Grecs qui ont proposé qu'il existait deux formes de vie fondamentales sur cette planète. Et vous étiez soit une plante, soit un animal. Et les êtres humains étaient des animaux. Et donc, sur l'horloge de 24 heures dont vous parlez, ce serait, je ne sais pas, il y a 10 minutes avant minuit. Eh bien, c'était il y a 300 ans, pendant la Renaissance ou l'époque des Lumières, que nous avons découvert une nouvelle forme de vie sur cette planète présente depuis toujours. Ce n'était ni une plante, ni un animal, mais le monde des champignons. Nous nous sommes félicités d'avoir trouvé une nouvelle vie. Sur cette horloge de 24 heures, cela fait probablement seulement les 10 dernières secondes, soit les 120 dernières années, que nous avons découvert pour la première fois la véritable forme de vie alpha dominante sur cette planète. Et en fait, si vous prenez toute la biomasse de chaque plante, et toute la biomasse de chaque animal, et toute la biomasse de chaque champignon, et que vous additionnez tout cela, cela n'égalera toujours pas la biomasse de cette forme de vie cachée, mais dominante, qui est présente sur cette planète depuis toujours. Et ce n'est que lorsque nous avons eu la technologie pour courber le verre et regarder à travers un petit tube, et que nous avons, comme on le raconte, crié les mots petite bestiole, que nous avons découvert le monde des micro-organismes. D'accord? La véritable forme de vie dominante sur cette planète, qui a toujours été là. En fait, elle est à l'intérieur de nous. Elle nous constitue. Elle est omniprésente partout. Et nous venons juste de la découvrir. Alors, quand je dis aux gens, vous savez, pensez-vous à l'espace? Ils peuvent venir de l'espace intérieur, ou, franchement, de l'espace entre les deux. Ces choses sont naturelles ici, comme nous. Aujourd'hui, la technologie permet peut-être d'interagir avec elles. Peut-être viennent-elles de l'océan. Regardez, moins de 10% du plancher océanique a été cartographié. Nous en savons plus sur la surface de la Lune que sur celle-ci, de nos propres océans. Est-il possible que ces choses soient tout aussi naturelles à cette planète que nous le sommes? Peut-être. Ou est-il possible que ces choses viennent d'ailleurs? Oui, c'est possible aussi. Donc, nous devons garder toutes les options ouvertes jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Nous vivons dans un univers infiniment, infiniment complexe. Voyons si je peux. Et j'ai souvent utilisé cela auparavant pour essayer d'aider les gens à comprendre cela. Nous percevons la vie à travers 5 sens fondamentaux. Et si nous ne pouvons pas le toucher, le goûter, l'entendre, le sentir, etc., nous ne pouvons pas interagir avec cela, nous n'avons aucune idée que cela existe. Là où je vis, dans le Wyoming, nous avons ces magnifiques ciels nocturnes, des ciels nocturnes sans obstacle. Et tu peux voir tout le ciel, magnifique. La Voie lactée juste devant toi. Si tu regardais ce même ciel nocturne à travers un radiotélescope, tu verrais quelque chose de différent. Tu verrais des nébuleuses. Tu verrais des choses que tu ne peux normalement pas percevoir dans les spectres ultraviolets et infrarouges, un rayon X. C'est là, tu ne peux juste pas le percevoir. C'est comme si tu avais une vision de téléphone portable. Tout à coup, tu pourrais voir en Wi-Fi, en 5G. Tu verrais une réalité différente autour de toi. Nous percevons la vie à travers un spectre étroit de lumière visible, le spectre invisible, alors que la réalité est bien plus vaste. Tout le reste se trouve en quelque sorte au-delà de cela.
Et ensuite, il y a un problème d'échelle. Il y a un problème de mise à l'échelle. Qu'est-ce que je veux dire par mise à l'échelle? Nous sommes des êtres humains. Toi et moi avons une conversation agréable ici, quelque part dans un endroit, sur cette planète, qui tourne autour d'une étoile obscure, dans une partie obscure de la galaxie de la Voie lactée, parmi un super amas d'autres galaxies. L'horizon visible, depuis n'importe quelle direction de la lumière que nous observons, la taille de l'univers, a été estimée entre 13,6 et 13,9 milliards d'années-lumière. Qu'est-ce qu'une année-lumière? C'est la distance qu'un photon parcourt en un an. À quelle vitesse? La lumière va à environ 300 000 km par seconde ou fait 7 fois et demi le tour de la Terre en une seconde. Très rapide. Imaginez jusqu'où cela va en une année et jusqu'où cela va en 13,9 milliards d'années. Nous sommes au centre de l'univers. Notre horizon, dans toutes les directions, est de 13,9 milliards d'années-lumière, donc environ 27 milliards d'années-lumière de diamètre, et nous sommes au centre. Maintenant, les scientifiques estiment que cela représente moins de 10% de la taille réelle de l'univers. L'univers est en réalité bien plus grand que cela. Ce n'est que l'horizon universel, car à cause de l'expansion de l'univers, la lumière venant d'aussi loin n'atteindra jamais la Terre. On parle donc d'une taille de 100 milliards d'années-lumière, et aussi petit que nous soyons, là au centre, cette infime particule, gardez à l'esprit que rien que dans notre univers visible. Il y a plus d'étoiles qu'il n'y a de grains de sable sur toutes les plages du monde entier. Pensez à ce nombre incompréhensible, et aussi petit que nous soyons. Maintenant, faites-moi plaisir avec ceci. Prenez un atome d'hydrogène. Le nombre d'Avogadro, 1 fois 10 puissance moins 23, d'accord? C'est en fait à peu près du même ordre de grandeur que la différence qu'il y a entre nous et l'univers. Nous avons donc cet immense univers à l'extérieur et ce petit univers à l'intérieur de chaque être humain. Et nous, en tant qu'êtres humains, ne pouvons interagir qu'avec un ou deux ordres de grandeur, vers le haut ou vers le bas. Sinon, l'univers est trop grand ou trop petit. Nous ne pourrons jamais le savoir. C'est ça, la réalité. C'est là que se trouve la majeure partie de tout et de la réalité. C'est là-haut, à l'intérieur ou entre les deux. Donc, je suppose que ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, quand les gens disent, eh bien, vous savez, les extraterrestres, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la plupart des gens pensent aux extraterrestres, à Hollywood et à des petits bonshommes à grosse tête qui courent partout. Il y a bien plus que ça. Ce n'est pas ça. C'est nous qui imposons une idée hollywoodienne de ce à quoi un extraterrestre devrait ressembler. Et au passage, n'oublions pas leur valeur anthropomorphique, n'est-ce pas? Ils nous ressemblent, ils ont des bras, des têtes, des yeux comme nous, parce que nous voyons tout à travers un prisme anthropomorphique. C'est pourquoi nous donnons à nos chiens des prénoms humains et les traitons comme tels, car nous projetons sur eux des valeurs, motivations et intentions humaines, alors qu'il s'agit peut-être de quelque chose de très différent. Cela pourrait ressembler à l'intelligence artificielle. C'est juste binaire. Entrée, sortie. On ne sait pas. Ce sont certaines des questions auxquelles nous devons vraiment réfléchir alors que nous avançons. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, écoutez, toutes les options doivent rester sur la table tant qu'elles n'en sont pas exclues. Parce que nous ne savons tout simplement pas. Nous, Nous ne savons pas quelles sont leurs intentions, pourquoi ils pourraient être ici, c'est exact. pourquoi ils pourraient venir ici. C'est exact. Avez-vous des théories sur ce que pourraient être leurs intentions? Mon frère, il y a plusieurs théories. Ça pourrait être aussi simple que d'observer les gnous sur la savane africaine depuis un hélicoptère. Sans se moquer, on s'assoit et on se dit, celui-là, on le fléchette. Bam, qu'est-ce qu'on fait? On atterrit l'hélicoptère, on descend, on prélève du sang, on fait des tests. On veut connaître son régime alimentaire, ses schémas migratoires, sa santé. Et ensuite, que se passe-t-il? Un gnou se réveille, titube vers l'eau et on dit, eh Bill, tu ne vas pas le croire. Ce truc est descendu du ciel. Soudain, des choses bizarres sont arrivées. On m'a touché. Je me suis réveillé, j'ai mal aux fesses. Ça pourrait être simple que ça. Tu crois ces témoignages? Certains disent avoir été enlevés par des extraterrestres. Eh bien, c'est justement mon point, non? Donc ça, c'est une option. L'autre option pourrait être simplement de nous surveiller. Il se peut que nous soyons en train de nous rapprocher de la capacité de reproduire ce qu'ils savent faire. Et si c'est le cas, tu sais, peut-être que technologiquement, nous n'avons que 100 ou 200 ans de retard. Et si c'est le cas, tout à coup, on va devenir de nouveaux voisins, non? Et ça pourrait poser problème parce que notre espèce est très violente. On se fait beaucoup de mal les uns aux autres. Sommes-nous vraiment prêts à sortir et à rencontrer nos potentiels amis venus d'ailleurs? Je ne sais pas. Je veux dire, on est horribles les uns envers les autres, donc peut-être pas. C'est certain, si j'étais à leur place et que je savais que nous nous rapprochions, je serais probablement intéressé aussi.
Pour les enlèvements, je ne sais pas quoi te dire, je n'ai jamais été enlevé. J'ai rencontré des gens convaincus, mais tu sais, on ne peut pas parler des enlèvements et ensuite dire ils sont là pour des raisons pacifiques. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que Tu les crois? Les gens en sont convaincus, je. tu crois qu'ils sont sincères, que l'expérience qu'ils vivent pour eux est vraiment réelle? Je ne pense pas qu'ils mentent. Mais la question est, à mon avis, C'est vraiment arrivé? oui. Je ne peux pas l'affirmer car je n'étais pas là, mais je peux te dire qu'on a des gens qui ont vécu des expériences au point qu'ils sont maintenant sous invalidité médicale totale reconnue par écrit par le gouvernement américain. Après s'être approchés trop près d'un panne, ont-ils été blessés délibérément ou était-ce un effet secondaire de la technologie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils se sont approchés? Tu as dit que certains touchent une allocation d'invalidité aux États-Unis, donc payée par le gouvernement. Par écrit, parce qu'ils ont eu une rencontre avec un pan. Ils ont été impliqués dans une rencontre avec un pan. Qu'est-ce que ça veut dire, une rencontre avec un PAN? Eh bien, voyons les choses sous cet angle. Non, j'ai un meilleur exemple. Tu vas à l'aéroport et je vais monter dans un 737 pour aller à Fort Lauderdale. Pas de danger là-bas. Je monte dans un avion, c'est sûr. Je m'assois, je prends un cocktail, je regarde un film, je lis un magazine. Maintenant, si je sortais sur le tarmac, sur la piste où se trouve ce même avion, et que cet avion, si l'avion décide de mettre en route ses réacteurs, il y a de fortes chances que je sois blessé. Je vais me brûler, je vais perdre l'ouïe, et peut-être bien pire, non? Il y a des personnes, des membres des forces armées américaines, et il y a aussi des agents du renseignement qui ont été blessés en s'approchant trop près d'un pan, que ce soit accidentellement ou non, ou que ce soit délibéré. La question est de savoir si cette blessure a été subie parce que c'était délibéré ou simplement parce que c'est une question d'être trop près de la technologie, par exemple, comme mettre sa tête près d'un four à micro-ondes en marche. Ce n'est probablement pas très bon pour vous, n'est-ce pas? Est-ce que ces personnes se sont exprimées? Absolument. Quel serait un bon exemple? Il y a actuellement une personne nommée John Burroughs dont les dossiers médicaux ont été classifiés. Et les États-Unis, le gouvernement, heureusement grâce au sénateur, feu le sénateur John McCain de l'Arizona, a forcé l'armée de l'air à publier ces dossiers. Et en conséquence, il a pu obtenir une invalidité médicale complète à cause d'un incident qu'il a impliqué, lui et une autre personne au Royaume-Uni, connu sous le nom d'incident de la forêt de Rendlesham ou incident de Bentwaters, où il y avait une opération conjointe américano-britannique et britannique. Base et il y a eu un incident OVNI où cet engin a atterri dans la forêt. Et ils sont sortis pour aller voir cette chose et ils ont été blessés. Et ils étaient dans l'armée à ce moment-là. Oui, dans l'armée de l'air, police spéciale ou officier, Ils ont été blessés. ils ont été blessés. Et ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de personnes qui ont été blessées en ce moment et qui sont sous soins médicaux par des médecins du gouvernement. C'est un fait. Quand ils racontent ce qui s'est passé, que disent-ils? Ça dépend à qui tu demandes. Je veux dire, il y a une certaine cohérence dans certaines histoires. Et puis, il y a aussi des divergences. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit avoir eu un accident de voiture. Cela dépend du type de voiture, d'un carambolage éventuel et de ta place. Ton expérience sera différente. Il n'y a pas de solution universelle. Tu parles de la façon dont il y a eu beaucoup d'observations de pannes dans des installations de technologie nucléaire. Oui. Et c'est pourquoi il s'agit d'un problème de sécurité nationale, parce qu'il semble capable de désactiver nos capacités nucléaires. Les gens disent oh, c'est comme retirer des allumettes des mains d'un enfant. Et c'est, eh bien, peut-être. Mais en Russie, il y a des informations qui suggèrent qu'ils les ont en fait activées. Donc il faut vraiment faire très attention avec ça. Notre capacité de triade nucléaire, c'est vraiment le joyau de la couronne des États-Unis, du gouvernement. Si un pays ou un adversaire a la capacité d'interférer avec une réponse nucléaire, c'est significatif. Il y a, Des preuves qu'ils ont activé des installations nucléaires en Russie. oui, Quelles sont ces preuves? C'était quand? il y a des preuves. Il y a en fait un rapport du KGB qui suggérait que l'un de leurs sites avait effectivement été activé. En fait, il y a beaucoup. Laissez-moi faire attention à ce que je dis ici. Donc, après la chute du mur de Berlin, il y a eu cette brève période de lune de miel entre l'Union soviétique et les États-Unis, où d'anciens officiers du KGB partageaient des informations avec nous et notre gouvernement. Je pense que c'est à peu près tout ce que je peux dire à ce sujet, en réalité. Mais nous avons pu observer, par exemple, des informations très intéressantes. JE, Je lisais un article sur l'incident appelé l'incident de Colares.
Colares au Brésil. Je ne peux pas prononcer ça. Oh, Tu t'en es bien sorti. Colares. Polaris, qui a eu lieu de 1977 à 1978, et cela ressemblait à un incident de panne, phénomène acoustique non identifié, qui aurait été observé par des centaines, voire des milliers de personnes. L'affaire a fait l'objet d'une enquête officielle menée par l'armée brésilienne sous le commandement et le contrôle d'un général 4 étoiles du nom de général Uchoa. Et il avait expliqué avant son décès que même ses propres militaires avaient été attaqués Parf- par UAP. Et qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils documenté? Voire, Mon Dieu, toute une litanie de choses. Beaucoup d'habitants locaux se souviennent d'avoir été terrifiés par ces choses, poursuivis par elles, presque comme s'ils étaient touchés par un rayon laser, si vous pouvez imaginer cela, ou des blessures de type énergie dirigée, très provocantes. Certains membres du personnel militaire ont également été blessés. Beaucoup de médecins sont venus par la suite examiner les habitants et le personnel militaire, confirmant l'hypothèse qu'il y avait une sorte de dommage causé par une énergie dirigée, des lésions tissulaires chez certaines de ces personnes. Et bien sûr, la peur s'est ensuite amplifiée, alimentant d'autres légendes locales, d'autres histoires. Mais cela a été très bien établi par l'armée brésilienne, qui a également été témoin de ces rencontres. Donc ce n'est pas comme si c'était juste quelques personnes dans un village isolé. Il s'agissait d'officiers militaires brésiliens qui ont également confirmé ces faits. Et j'ai parlé à des dizaines et des dizaines d'officiers militaires à travers toute l'Amérique latine, au Chili, au Pérou et en Uruguay. Et vous savez, ils rapportent tous, dans certains cas, des rencontres très, très similaires. Pas nécessairement avec Coladas, mais entre eux, des personnes qui ne se connaissent même pas, séparées par différents pays, me racontent la même rencontre et la même morphologie. Des engins, et comment, dans certains cas, ils essayaient même d'engager un combat aérien et d'utiliser des canons. Des armes conventionnelles, sans succès bien sûr. Et il y a des rapports à ce sujet dans l'incident de Téhéran, je crois. En 1978, l'incident de Téhéran avec un F-14 Tomcat, où le pilote voyait son appareil désactivé à chaque fois qu'il essayait d'engager une cible. Et puis, vous savez, je superpose cela avec ce qui s'est passé ici à Huntsville, en Alabama, où nous avions des hélicoptères que nous testions. Et quelque chose comme 8 pilotes d'essai sur 8 ont tous signalé que des pannes tournaient autour de leurs hélicoptères pendant qu'ils les testaient. Et l'un d'eux a même rapporté qu'il pensait que son hélicoptère avait été désactivé. Et il s'est retrouvé dans une situation d'urgence. Je crois que c'était une situation d'autorotation d'urgence. Et dès que le panne est parti, il a pu reprendre le contrôle de son hélicoptère. devons-nous vraiment nous inquiéter de cela? Non, je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter. Je pense que nous devrions être préoccupés parce que, voyez-vous, d'un point de vue gouvernemental pour déterminer cela, et c'est pourquoi je dis que c'est un enjeu de sécurité nationale, mais pas une menace pour la sécurité nationale, il y a une raison à cela. Il y a un calcul très simple pour déterminer si quelque chose est une menace. C'est les capacités contre l'intention. Nous avons vu certaines des capacités. Nous n'avons aucune idée de l'intention, aucune idée. Donc nous ne savons pas si c'est une menace. Et laissez-moi vous donner une petite analogie ici qui pourrait aider à illustrer cela. J'utilise souvent cette analogie pour illustrer ce que je veux dire. Vous vivez dans une belle maison. Est-ce que vous fermez votre porte d'entrée à clé avant de vous coucher? Oui, Moi aussi. La plupart des gens ne s'attendent pas à ce qu'il arrive quelque chose de mal. C'est simplement par précaution. Certaines personnes vont peut-être encore plus loin et décident de simplement vérifier que les fenêtres sont bien fermées de temps en temps. Il m'arrive même d'activer l'alarme la nuit parce que je le peux. Disons que vous vous réveillez un dimanche matin pour préparer une bonne tasse de thé ou de café chaud. Et vous descendez les escaliers. Et tout à coup, alors que vous descendez un beau matin, vous remarquez des traces de bottes boueuses taille 46 sur le tapis du salon, qui n'étaient pas là la veille au soir. Personne n'a été blessé, rien n'a bougé, mais même si vous avez verrouillé la porte, vérifié les fenêtres et activé l'alarme, il y a maintenant des traces de bottes sur le sol du salon qui n'étaient pas là la veille. Ma question, est-ce une menace? Ma réponse, cela pourrait l'être, donc nous devrions comprendre comment cela entre dans la maison. C'est la même analogie avec ces choses qui peuvent entrer sans entrave dans l'espace aérien contrôlé des États-Unis, au-dessus d'installations militaires sensibles et potentiellement interférer avec nos actifs et capacités nucléaires. Nous devrions probablement comprendre ce que sont ces choses. en gardant à l'esprit tout ce que vous savez, tout ce que vous avez vu et observé, si vous deviez argumenter contre vous-même, si vous deviez défendre la thèse opposée à tout ce que vous croyez pour soutenir que les pannes n'existent pas, que diriez-vous exactement? On ne peut pas nier leur existence. Ils sont réels, quoi qu'ils soient. On peut penser qu'il s'agit d'une technologie étrangère et hostile.
C'est la Russie, c'est la Chine, non? Ils nous ont dépassés technologiquement et ont réussi à le faire. Ils ont exécuté ce plan remarquablement. L'autre option, c'est que tout cela n'est qu'une grande hallucination. Examinons chaque argument. Voyons l'hypothèse selon laquelle il s'agirait peut-être, je ne sais pas, d'une technologie chinoise ou russe. Après tout, les Chinois ont bien envoyé des ballons au-dessus du nord des États-Unis continentaux, des ballons espions, et ce, pendant on ne sait combien de temps, et nous n'avons rien fait à ce sujet ni suivi la situation. Cela signifie que depuis 70 ans, un pays a été capable de créer une technologie en secret. Une technologie tellement avancée par rapport à tout ce que nous connaissons, et soit dit en passant, de la déployer au-dessus des États-Unis continentaux pendant 70 ans sans jamais être attribuée à qui que ce soit. Alors, où en étions-nous il y a 70 ans? Eh bien, nous étions juste après la Seconde Guerre mondiale. Nous venions à peine de franchir le mur du son, et nous n'étions pas encore allés dans l'espace. Où en était la Chine, en plein milieu d'une famine? Et la Russie, où en était-elle? Pas mieux que nous. Donc si c'était une technologie chinoise ou russe à l'époque, parce que nous avons les données montrant que cela remonte aussi loin, ce serait l'échec du renseignement le plus grave que ce pays ait jamais connu, surpassant même celui du 11 septembre. Parce que malgré des milliards de dollars et 17 agences de renseignement sur 70 ans, il n'y a pas la moindre trace que ces pays aient pu développer cela. Et survoler notre pays et faire ce que nous voyons, donc c'est la première option, aussi d'un point de vue temporel. Ce type de technologie n'existait pas en 1950 ni en 1948. En tout cas, pas chez nous. Ce serait comme entrer dans la tombe de Toutankhamon pour la toute première fois dans les années 1920 et regarder à l'intérieur. Et tout à coup, découvrir un 747 entièrement assemblé et fonctionnel. Ça n'a aucun sens. Les Égyptiens n'avaient pas cette technologie à l'époque, n'est-ce pas? Alors passons à l'autre option. Donc ce serait le plus grand échec du renseignement que ce pays ait jamais connu, et ce n'est pas une bonne option, et c'est très très improbable. Donc l'autre option, c'est que ce n'est pas réel, que c'est une hallucination collective. Tout le monde est fou. Alors explorons cette piste un instant. Donc certains des meilleurs éléments de notre communauté du renseignement et de notre département de la défense sont des pilotes formés comme Top Gun, à qui l'on fait confiance pour piloter des munitions réelles au-dessus de villes peuplées, pour combattre et gagner des guerres en notre nom. Des hommes et des femmes qui ont littéralement le doigt sur le bouton nucléaire. Ils sont tous fous, absolument et officiellement atteints de folie. Nous avons un problème bien plus grave que les pannes. Quel pourcentage d'entre eux ont fait des signalements de panne? C'est difficile de donner un pourcentage, car on ne peut mesurer que les signalements. Ceux qui ne signalent pas ne sont pas comptés, donc il n'y a aucun moyen de le savoir. On constate que plus de personnes signalent, car elles estiment que c'est sûr et possible. Mais nous n'avons pas de mesure pour savoir qui ne signale pas, puisqu'ils ne le font pas. Quand on pense à cette explication par l'hallucination, je me souviens qu'il y a de nombreuses années, vous savez, et je crois que c'était en lien avec des hallucinations physiques, des fantômes et ce genre de choses. Oui, c'était en rapport avec les fantômes. Quelqu'un m'a dit, il m'a dit, si des choses vraiment extrêmement improbables n'arrivaient jamais, alors ce serait un miracle. Parce que tout simplement, la nature de la probabilité fait que la plupart des choses prévisibles se produisent la plupart du temps. Et puis, à mesure que l'on descend dans la probabilité, il y a ce côté-là qui est hautement improbable. Oui, exactement. Donc, comme sur la courbe en cloche de ce côté-ci, ce sont des choses extrêmement improbables. Tu sais, quel est l'exemple d'une chose extrêmement improbable? On commence à parler d'Andrew Huberman, et puis mon téléphone sonne, et c'est Andrew Huberman. Et on se dit, oh mon Dieu, quelles sont les chances que ce soit Andrew Huberman? On parlait justement de lui. Le problème, c'est que on a parlé de beaucoup de gens et le téléphone n'a jamais sonné. Mais la seule fois où ça arrive, on relie les points après coup et on se dit, c'est un miracle. Et on attribue un sens à cela. N'est-ce pas possible que s'il y a des milliers et des milliers de ces observations, il y a aussi des milliards de non-observations? Donc, sur cette courbe en cloche de probabilité, ce ne sont que les 1000 incidents inexplicables, hautement improbables. Peut-être qu'il y avait quelque chose sur la caméra, peut-être qu'il y avait une... Oui, la foudre en boule, une anomalie atmosphérique. Mais le problème, c'est qu'on revient à l'idée qu'il y a plusieurs des systèmes de capteurs qui collectent la même information au même moment, dans les mêmes circonstances, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une personne, comme ton appel. Oh mon Dieu, je crois le gars qui appelle. Tu as plusieurs plateformes qui rapportent l'information en même temps, simultanément, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas juste, oh, j'ai vu une aberration atmosphérique. Le radar la détecte.
La caméra de tir la détecte. Le FLIR la détecte, un autre radar aussi, et encore un autre. D'autres capacités dont je ne peux pas parler ici la détectent aussi. Donc c'est quelque chose de réel. Maintenant, est-ce que ça pourrait être une fusée russe en phase de rentrée qui aurait utilisé tout son hydrazine et maintenant le propulseur est en train de brûler? Oui, mais dans ce cas, tu n'as pas ces virages à 90 degrés. Tu n'as pas de virage à 180 degrés. Tu n'as pas quelque chose qui arrive, reste à 80 000 pieds, puis descend juste au-dessus de l'eau, stationne à 15 mètres, puis remonte d'un coup et que tu peux mesurer. Ce sont des données quantifiables et qualifiables. Ça fait référence à ce qu'ils appellent l'incident Tic-Tac. C'est bien ça aussi? C'est bien ça aussi. Donc, l'incident du tic-tac, ce n'est pas la vidéo du tic-tac, mais oui, l'incident du tic-tac concerne ces objets qui ont été détectés. À un moment donné, l'un des opérateurs a dit qu'il pleuvait des ovnis. Donc, le radar Spy One peut détecter un objet de la taille d'une balle de baseball à 80 000 pieds. D'accord. Donc, c'est vraiment, vraiment performant. Il y avait le de Hawkeye. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme aérienne, un avion radar volant pour fournir un appui aérien au combat. Soutien et contrôle de combat aérien pour les avions. Donc, vous avez par exemple le destroyer de classe Aegis. C'est essentiellement comme une classe Ticonderoga, à mon avis, je crois. Vous avez l'USS Princeton avec le radar Spy 1, l'un des systèmes radars les plus performants au monde à l'époque. Vous avez aussi l'U-2 Hawkeye qui le détecte au radar. Ensuite, vous avez les avions qui pouvaient le détecter au radar. Puis, vous avez les témoins oculaires qui l'ont aussi détecté au radar. Ensuite, il y a les images FLIR qui détectent également ces objets électro-optiquement. Donc, vous parlez de quelque chose à 80 000 pieds. Puis, en un clin d'œil, à la capacité de descendre à 50 pieds et de remonter instantanément. Et tout cela est vérifié par différents systèmes de capteurs. Dans ce cas particulier, je mélange un peu les choses. L'incident du pilote a confirmé le tic-tac, mais ils ne l'ont pas vu descendre de 80 000 pieds. Donc je regroupe un peu tout ça pour que ce soit plus facile à comprendre pour les gens. Mais l'incident du tic-tac n'était pas vraiment un incident. Il s'agissait d'incidents sur une période prolongée au début du mois de novembre. Donc ce n'était pas juste un seul incident. Il y a eu plusieurs incidents, mais on parle de l'incident du tic-tac parce que les pilotes ont effectivement rapporté avoir vu ce truc blanc voler, ce qui a été décrit comme une pastille, ce qui a été décrit historiquement comme une bonbonne de butane blanche volante. Dans ce cas, cela a été décrit comme un tic-tac blanc volant, comme la pastille à la menthe tic-tac. Et ils l'ont vu monter et descendre sur les radars et des systèmes comme ça. Oh oui, ils l'ont vu monter-descendre sur système radar. Les pilotes l'ont vu filer puis disparaître à l'horizon. Quelques instants plus tard, il a été détecté par le radar, à 60 miles de là, à leur point de regroupement, là où il devait aller ensuite. On parle donc de vitesse et d'accélération incroyables. Vitesse hypersonique, accélération instantanée, faible détectabilité, toute l'antigravité, tous les observables. Et ça, ce n'est qu'un seul cas, c'est juste un cas qui est connu du public. Il y en a beaucoup d'autres de ce genre qui se sont produits. Combien de temps as-tu travaillé sur ce projet au Pentagone, la type? 8 ans. 8 ans. Je suis un gars. C'est gris, pas blond. Parlons rapidement de notre sponsor, WIP. Nous arrivons à la fin du sobre octobre, où je partage d'habitude mes enseignements. Mais n'ayant pas bu d'alcool depuis plus d'un an, j'ai préféré vous faire entendre le témoignage d'un auditeur qui a arrêté l'alcool pour la première fois grâce à ce défi. Plus tôt cette semaine, Charlie de Manchester m'a envoyé ce message. Les dernières semaines ont été transformatrices. Même si je n'ai pas totalement arrêté de boire, le défi Whoop Sober October m'a montré combien mon corps a besoin de temps sans alcool, surtout quand j'ai besoin d'être performant. J'ai mieux dormi et ressenti plus de clarté mentale et de contrôle chaque jour. Sober October se termine, mais vous pouvez toujours en apprendre sur votre corps. Si vous n'êtes pas membre Whoop, allez sur joinwhoop.com/CEO pour commencer votre essai gratuit. Petite parenthèse, je veux vous parler d'un gadget santé qui a changé la vie de mon partenaire et la mienne. Il sponsorise ce podcast et nous en sommes tous les deux obsédés. Il s'agit de la couverture sauna infrarouge Bonne Charge. Avez-vous déjà entendu parler d'une couverture sauna infrarouge? Les couvertures sauna infrarouge offrent les mêmes bienfaits que les saunas infrarouges des salles de sport, spa ou clubs de santé, mais sont portables. Utilisez-les à la maison, en voyage ou ailleurs. Elles chauffent le corps directement plutôt que l'air autour de vous. Quand j'utilise la couverture sauna infrarouge Bonne Charge avant de dormir, mes scores de sommeil montent. Je récupère mieux le lendemain à la salle de sport, car cela aide la circulation et les courbatures.
Mais aussi, l'infrarouge est reconnu pour améliorer la qualité de la peau. Il sponsorise ce podcast et offre à tous les auditeurs une réduction de 25% sur les couvertures sauna infrarouge Bond Charge aujourd'hui. Utilisez le code DIARY au paiement pour réduction, livraison gratuite et garantie d'un an. Rendez-vous sur bondcharge.com, Diary, pour commencer l'expérience sauna infrarouge aujourd'hui. À quoi ressemble une journée type pour une personne travaillant sur un projet lié aux ovnis au Pentagone? Par exemple, vous arrivez le matin, vous prenez simplement votre café, J'avais les 2 pires portefeuilles, tout ce que l'on peut souhaiter au Pentagone. J'étais j'étais vraiment comme un paria. J'avais les 2 portefeuilles les plus impopulaires. D'un côté, je travaillais sur la question des pannes, des ovnis et de l'autre, je travaillais aussi sur les problèmes liés à Guantanamo. Heu, Situation très politiquement tendue, très intenable, mais c'était mon travail. J'avais donc ces 2 portefeuilles et donc chaque jour, c'était comme chevaucher un tigre pour aller au travail. Et chaque jour, ce tigre n'avait qu'une envie, vous arracher la peau et vous réduire en miettes. Et il fallait s'accrocher de toutes ses forces. Oui, c'était stressant. En 2014, j'ai appris que j'étais sur la liste des personnes à abattre de l'EI Al-Qaïda en raison de mon travail concernant la baie de Guantanamo. Bien sûr, il y avait le problème des pannes. C'était désagréable. C'était une période difficile. Ce fut une période difficile pour moi sur le plan professionnel. Je ne l'aurais souhaité à personne. avez-vous apprécié? J'ai vraiment apprécié les gens. J'ai particulièrement apprécié cette mission et franchement, le fait d'avoir fait ce que je pensais être juste pour notre nation. Mais non, enfin, s'il y avait eu un travail plus facile, je l'aurais probablement accepté. Pour la plupart de mes emplois, j'étais souvent choisi personnellement pour effectuer les tâches réalisées. J'imagine que quelqu'un pensait que je faisais du bon travail sur d'autres sujets et il tombait toujours sur de nouvelles choses. Comment se déroule votre travail avec les ovnis et votre croyance en ces autres formes de vie, enfin ces autres formes d'activité, je ne sais pas, que nous ne pouvons pas expliquer car j'hésite sur le terme forme de vie. Parce que, encore une fois, Ce n'est pas une croyance en la vie, c'est croire aux possibilités. d'accord, oui, Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire de façon définitive que, oh, je crois en, vous savez, la vie qui ressemblerait à ceci dans d'autres parties de la galaxie. Je ne sais pas ça. Je ne suis jamais allé dans l'espace, donc je ne peux pas vous dire. Mais il faut rester ouvert, examiner les données, les laisser parler, puis tirer des conclusions sur cette base. est-ce que cette compréhension a rendu ta vie plus épanouie ou t'a fait te sentir insignifiant, parfois en regardant des films ou documentaires sur l'espace, quand je les vois aller vers Mars, j'y pense. À travers ces trous noirs, ça me rappelle combien l'univers est immense. Et tout cela me fait alors ressentir plusieurs choses. Deux choses. En même temps, l'une d'elles, c'est me sentir totalement insignifiant à l'échelle de tout ce qui existe là-dehors. Et les technologies que tu as décrites et la façon dont tu les as décrites en partie me font me sentir assez insignifiant parce que je me dis, je ne suis qu'un minuscule grain de sable sur cette plage sans fin. Et en réalité, je n'ai aucune importance à l'échelle de tout ça. Et puis la deuxième chose qui est une conséquence positive de ce sentiment, c'est que ça atténue un peu ton anxiété, je suppose, comme si rien n'avait vraiment d'importance. Rien. Il n'y a rien dont il faille s'inquiéter. Très pertinent. Est-ce que je peux te demander une faveur? Tu as un petit iPad devant toi. Tape les mots Pale Blue Dot dans Google Images et je veux que tu me dises ce que tu vois. D'accord, je tape juste, par exemple, Pale Blue Dot. Tu sais ce que c'est? Regarde ça. Agrandis l'image. Zoom dessus. Qu'est-ce que tu vois? C'est un tout petit point lumineux. Il y a cette immensité, enfin, on dirait que ça ressemble un peu au ciel nocturne presque, et il y a ce minuscule point lumineux. Tu sais ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la planète sur laquelle tu vis. C'est la Terre. Ah, c'est la Terre, d'accord. Chaque souvenir, chaque fragment d'histoire s'est produit sur cette minuscule et insignifiante boule, filant à travers l'immensité et le vide de l'espace. Et ce rayon de lumière vient en fait du Soleil. Et cette photo a été prise par l'une de nos sondes alors qu'elle se dirigeait vers le système solaire et on lui a demandé de se retourner et de prendre une photo. C'est notre maison. Comment cette photo te fait-elle sentir? Totalement insignifiant, sans importance, comme si je ne comptais pas. Mais qu'en est-il de ceci? Oui, ça peut te faire te sentir insignifiant, mais tu sais ce que ça peut aussi faire.
te faire réaliser à quel point nous sommes vraiment spéciaux. Ce petit point bleu, cette petite locomotive qui en est capable, c'est là où nous vivons, c'est notre maison. Et c'est réel, et c'est spécial. Donc, pour répondre à ta question, comment cela me fait-il sentir? On peut se sentir insignifiant et pourtant spécial en même temps. Et c'est pour ça que je voulais que tu vois cette photo. Parce que tu illustres pour moi exactement la question que tu poses. C'est pourquoi, plutôt que de simplement vous donner une réponse, je voulais que vous la viviez. Et voilà ma réponse. Qu'en pensent vos enfants? Que faites-vous ces jours-ci? Je ne sais pas ce que je fais. Mes enfants sont la plus grande réussite de ma vie. Rien dans ma vie ne pourra jamais égaler la joie d'être père. Période. Arrêt complet. Il n'y a donc rien que je ferai jamais qui puisse s'en approcher. Donc, ce que je fais d'autre dans la vie n'a pas vraiment d'importance, car c'est le plus important. Que pensent-ils de ce que je fais? Vous devrez probablement leur demander. Croient-ils aux pannes? Ce n'est pas une question de croyance. Ils croient aux données. Je ne leur ai jamais dit de croire aux pannes. Mais croient-ils que nous sommes seuls dans l'univers? Ah, c'est une autre question. Eh bien, il faudrait leur demander pour ça. Mais analysons cela à nouveau, parce que c'est important. Nous aimons aborder ces choses de façon binaire, c'est l'un ou l'autre. La vie existe-t-elle dans l'univers? Oui, ceci en est la preuve. Cette planète. En fait, la vie est abondante. La vie est partout sur cette planète. Même là où l'on pense qu'elle ne pourrait jamais exister, elle est là et elle prospère. Mes filles sont très ouvertes d'esprit et penseuses indépendantes. Je leur ai appris. Ne soyez pas comme papa et maman si vous ne le voulez pas. Si nous faisons quelque chose de stupide, ne le faites pas. Tirez-en la leçon. Nous n'avons donc jamais dicté à nos enfants ce qu'ils devaient penser ou croire. Jamais. C'était à eux de décider. Ils sont incroyablement intelligents. Ils ont tous les deux des carrières très réussies et ils réfléchissent par eux-mêmes. Et ce qu'ils pensent est sacré. Et je ne veux jamais interférer avec cela. Je leur ai toujours dit, je ne vous demande pas de croire quoi que ce soit. Pensez-vous que nous sommes seuls dans l'univers? Nous ne sommes absolument pas seuls dans l'univers. Il ne nous reste plus qu'à espérer, par exemple, que l'autre vie soit clémente, je suppose. Ah, vous voyez, mais nous y revoilà, moi aussi. Mais qu'est-ce que la gentillesse? Qu'il ne nous fasse pas de mal. Ah, c'est différent, tu as raison. Espérons qu'il ne nous éradique pas. Droite, espérons qu'ils ne soient pas malveillants. Je suis d'accord avec ça. Espérons qu'ils ne soient pas là pour leurs propres intérêts et non pour les nôtres. Pourquoi avez-vous qualifié le livre d'imminent? Ouvrez la première page. Quand vous arrivez au premier mot réellement écrit avant la préface, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai appelé ce livre imminent. Ce mot est souvent lié à un autre, menace. Bien qu'à première vue, il semble que ce livre parle de la menace potentielle des phénomènes anormaux non identifiés, UAP ou OVNI dans le langage courant. Ce n'est pas mon intention. Selon certaines des définitions courantes du mot imminent, cela signifie généralement que quelque chose est sur le point d'arriver, ou est imminent, ou inévitable. C'est précisément pour cette raison que j'ai choisi ce titre. L'invasion n'est pas imminente, cependant. C'est un peu ce que j'essaye de vérifier. Je sais, je sais. Mais ce n'est pas mon intention. Nous avons une tradition de clôture dans ce podcast où le dernier invité laisse une question pour le prochain invité, sans savoir à qui il va la laisser. Et la question qui vous a été laissée est: quelle est une chose dont vous aviez autrefois profondément peur, mais dont vous n'avez plus peur aujourd'hui? La peur. La peur. Je n'en ai plus peur. Avant, j'avais peur de tout. Peur du combat, peur de la mort, peur de la guerre, peur des problèmes de santé, peur des autres. Pas pour moi, mais pour les autres. C'est un peu libérateur, je pense que, de ne plus avoir peur. C'est comme le vieux dicton. La seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. Oui, Je veux dire, évidemment, je reste préoccupé, il y a de l'inquiétude, mais la vraie peur. Mec, j'ai plus de 50 ans, mon frère. Il n'y a rien que qui que ce soit puisse me faire. À ce stade, j'ai vécu une vie bien remplie et j'ai eu plus que ma part. Peu importe, mec, tu sais, même si je passe le reste de ma vie, ça n'a pas d'importance parce que j'ai vécu une vie tellement incroyable et j'ai une famille extraordinaire, donc ça n'a vraiment pas d'importance. Lou, merci. Merci pour votre temps et merci d'avoir écrit un livre qui nous offre une perspective très très rare sur ce qui se passe à l'intérieur du Pentagone, en ce qui concerne le sujet des pannes ou ovnis. Il s'appelle À l'intérieur de la chasse du Pentagone aux ovnis éminents.
Et je recommande vivement à toute personne intéressée par ces sujets de lire ce livre. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous parce que c'est fascinant. Je crois que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, même si je ne sais pas ce que cela signifie ni à quoi cela ressemble. Il est difficile d'avoir une opinion définitive sur ce sujet. Penser que nous ne sommes pas seuls, ou penser que l'on peut parfaitement expliquer qui est ici avec nous, c'est probablement une forme de naïveté et d'ignorance. Et probablement, vous savez, Ce sont les mêmes, croyants et sceptiques, aux extrémités du spectre. Quelles que soient les infos, ils ne changeront jamais d'avis. Donc je pense que tu as raison. je pense que la meilleure position sur ces sujets est de rester ouvert d'esprit. C'est pour ça que je voulais cette conversation, parce que je suis juste. J'aime rester ouvert d'esprit face aux informations. Il y a tant de moments dans l'histoire où nous pensions avoir trouvé la solution et où nous nous sommes trompés. Penser l'avoir trouvé maintenant est franchement stupide. Alors Lou, merci vraiment beaucoup. Lou Martin. C'est un honneur et un privilège. Merci, merci, merci.